Je sais pas vous, mais j'ai l'impression d'entendre parler de menaces nucléaires depuis toujours. On parle des essais de la Corée du Nord, l'Iran aurait un programme secret, même dans la fiction, c'est un thème qui revient non-stop depuis les années 1950. Peut-être qu'on en fait trop, mais avec ma copine, on s'est déjà retrouvé à se demander ce qu'on ferait dans cette situation. Notre scénario, c'est à la seconde où on voit un flash à l'horizon, on attrape les chats et on se barricade dans la salle de bain. C'est la pièce la plus éloignée de l'extérieur, grosso merdo. Hop hop hop, serviette humide sous la porte pour limiter la circulation de l'air, et on attend au moins 24 heures en essayant tant bien que mal de choper des infos. Et après, on prend la caisse et on se tire le plus loin possible. C'est rodé, hein, on sait ce qu'on a à faire. Bon, dans les faits, il y a peu de chances que ça nous protège de quoi que ce soit, mais voilà, au moins, t'as l'impression de contrôler quelque chose pendant l'apocalypse, quoi. Du coup, c'est nous qui avons un problème, ou vous aussi, vous y avez déjà pensé? Genre, c'est quoi votre plan, par exemple? On doit pas être les seuls, vu que le site NukeMap, qui permet de simuler les effets d'une explosion, on reçoit plus de 10 000 visiteurs par jour. Mais dans les faits, est-ce que ça servirait à quelque chose? Qu'est-ce qui se passerait vraiment si un pays décidait de lancer une guerre Alors, avant de commencer, il faut que je pose un truc. Alors, ça fait un moment que YouTube et son algo foutent le sbeul et tu te fais shadowban pour tout et n'importe quoi. Du coup, on va éviter l'autre mot en N et on va plutôt utiliser... champignons. On va dire champignons. Alors avant d'imaginer une pluie de champignons, on va peut-être essayer d'expliquer le pourquoi du comment. On se retrouve avec plus ou moins 12 000 champignons éparpillés dans le monde. Je dis plus ou moins parce que dans les faits, on ne sait pas vraiment combien il y en a. Mais ça, on en parlera plus tard. Bref, d'où il sort? Alors, le film Oppenheimer a cumulé presque 4 millions d'entrées en France, donc je pense qu'une bonne partie a déjà entendu parler du projet Manhattan. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a 80 ans, on était dans une situation que l'on ne souhaite évidemment plus jamais revivre, qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie a entrepris des recherches pour concevoir les premières armes nucléaires. Que face à cette possibilité, un certain groupe de scientifiques, dont Einstein par exemple, vont alerter les autorités britanniques et américaines de l'urgence d'acquérir en premier cette puissance extraordinaire. Ce monsieur, c'est Jean-Marie Collin, président de l'ICAN France. L'ICAN, c'est la campagne internationale pour l'abolition des champignons. ICAN est donc une campagne internationale qui associe le travail d'associations qui partagent donc les mêmes idées, les mêmes concepts d'action et qui sont sur la question des conséquences humanitaires catastrophiques des armes nucléaires. C'est une organisation clairement et ouvertement anti-champignons. Il faut aussi savoir qu'ils ont eu le prix Nobel de la paix en 2017, notamment pour leur traité sur l'interdiction des champignons. Mais gardez bien en tête que leur mission implique des biais que je partage et dont on va reparler en fin de vidéo. Bon, retournons à nos champignons. On ramène tous les plus gros cerveaux du monde occidental qu'on a sous la main et qui sont pas encore du côté allemand. Et ils vont bosser ensemble, sous haute surveillance, pendant 3 ans, sous la direction du professeur en physique fongique Robert Oppenheimer. Ces 3 années de taf vont aboutir sur l'essai Trinity, qui est tout simplement le nom de code du premier essai champignon. La guerre vient de changer, les dynamiques de pouvoir viennent de changer, et 3 semaines plus tard, tout ça va être encore plus chamboulé. Le monde rentre dans une nouvelle ère, avec les peurs qui vont avec. Personne ne s'est servi de champignons depuis 1945, mais ça a tellement traumatisé le monde entier que c'est resté omniprésent dans l'imaginaire collectif. On a tous, et j'insiste bien sur le tous, une idée d'à quoi ressemble le résultat d'un champignon, parce que ça a juste été représenté des centaines de fois à l'écran. D'ailleurs, j'ai eu l'idée de cette vidéo devant un épisode du Corridor Crew où les mecs classaient les explosions de fiction en fonction de leur réalisme. Every other film has tried to make it look like a nuke.
Christopher Nolan's never coming on React. Les attaques contre Hiroshima et Nagasaki vont signaler au monde entier que les règles du jeu ont changé. Et ça va surtout signaler aux ennemis des États-Unis, présentement l'URSS, qu'ils ont intérêt à s'en procurer FISA s'ils veulent pas subir le même sort que le Japon. Et ça tombe bien parce que les Russes font leurs premiers essais fongiques 4 ans et 20 jours plus tard. Ils sont forts quand même, hein. Alors, à skip, ils auraient récup des plans ricains dans une sombre histoire d'espionnage qui a été élucidée assez récemment. Mais je vous garde ça pour une autre vidéo. Bref, à partir de là, ça va être zbeul. Enfin, à la course. Les Britanniques font leur premier test en 1952, la France en 1960, la Chine en 1964, Israël dans la deuxième moitié des années 1960. C'est flou parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment fait d'essai et ils n'ont toujours pas reconnu officiellement en avoir parce que, comme tout le monde le sait, on ne révèle pas son coin à champignons. Ensuite, on a l'Inde en 1974, le Pakistan en 1998 et enfin la Corée du Nord en 2006. Aujourd'hui, c'est 9 pays qui ont des champignons. Et ça, c'est sans compter les armes que les États-Unis et l'URSS vont installer un peu partout dans le monde, et celles qui se baladent dans des sous-marins qui peuvent tirer n'importe où, depuis n'importe où, parce que personne ne sait où sont ces sous-marins quand ils se baladent. Arrivé au pic de la guerre froide, dans les années 1960, on a déjà de quoi littéralement annihiler l'humanité sans avoir envoyé le moindre soldat où que ce soit. Et ça, c'est juste avec 5 pays en possession du bousin à l'époque. Après, on a déjà vu ce que ça fait, tout ce que ça implique, et arrivé à ce stade, tout le monde espère ne jamais avoir à s'en servir. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Tout le monde sait les conséquences que ça aurait de tirer sur qui que ce soit avec des champignons. Du coup, tout le monde se tient tranquille. Et on sait tous à quel point les années 1960 et celles qui ont suivi ont été pacifiques. On va juste taper sur de plus petits pays où on se tape dessus par pays interposés. Guerre par proxy, tout ça. Mais tout le monde a très bien conscience du danger qui traîne dans le fond et on continue d'entasser des champignons pour foutre la pression aux petits voisins. Entre 1960 et 1970, on est passé d'environ 20 000 champignons en stock à 38 000. Mais au bout d'un moment, vouloir foutre la pression à tout le monde, ça peut aller trop loin. Pendant les années 1950, les États-Unis installent des champignons un peu partout dans le monde, notamment en Turquie. De là, ils pourraient toucher la Russie. Du coup, les Russes se disent que c'est de bonne guerre, vous l'avez, d'installer les leurs pas loin des États-Unis. Et c'est ce qu'ils vont faire en acheminant vers Cuba. Ce que les ricains vont pas apprécier parce que c'est juste ok quand c'est eux, d'accord ? La situation était à la limite de tourner au vinaigre, mais si on est toujours là aujourd'hui, j'imagine que ça s'est résolu de manière civile. Bref, après ce turbo coup de pression internationale, on se dit que ce serait bien de pas en rajouter en fait. Et c'est comme ça que 6 ans plus tard, on signe le traité de non-prolifération des champignons. Grosso merdo, ce traité, il dit que tout État doté d'armes qui est parti au traité s'engage à ne transférer à qui que ce soit des armes ou autres dispositifs explosifs. Super, l'humanité est sauvée. L'horloge de l'apocalypse est un outil de communication. Pour faire prendre conscience, a été créé en 1947 par le Bulletin of the American Scientist, une organisation américaine, faire prendre conscience du danger des armes nucléaires. L'idée, c'est que l'apocalypse est à minuit, et donc explosion d'armes nucléaires, et cette horloge nous dit combien de temps nous avons avant d'arriver à cette apocalypse. Alors ce temps, malheureusement, depuis 1947, se compte en minutes. Aujourd'hui, il se compte en secondes. En réalité, on a dû attendre la fin des années 1980 et le délitement de l'URSS pour faire machine arrière. Alors, j'ai dit que dans les années 1960, on avait peu ou prou 40 000 champignons en stock. Sur la fin des années 1980, on était à plus de 60 000. Et les pays qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération, là, ils ont tous développé leur programme fongique. Bon, à part le Soudan, ok. L'Inde était déjà sur le coup l'année d'avant, et la Corée du Nord a fait ses premiers tests en 2006, comme on l'a déjà dit.
2006. Je sais pas vous, mais moi, j'étais au lycée en 2006. Et c'est sans compter l'Iran, dont on soupçonne que leur programme de champignons civils aurait aussi des visées militaires, comme le Pakistan dans les années 1970. Mais bon, on peut pas vraiment le prouver. De toute façon, c'est pas pour demain. Toujours au moins une case de mon bingo 2025 qui va rester tranquille, normalement. Bref, il y a quand même beaucoup de flou pour un sujet aussi grave, non ? C'est pour ça qu'au début, j'ai dit qu'il y avait environ 12 000 champignons dans le monde aujourd'hui. La vérité, c'est qu'en fait, on sait pas. Rassurant, hein. Allez, au moins, on a réussi à diminuer les stocks de près de 50 000, c'est toujours ça de prix. Justement, elle en est où, notre horloge de l'apocalypse aujourd'hui ? Ah. Bon, la vérité, c'est qu'aux dernières nouvelles, on sait toujours pas prédire l'avenir, et si on a réussi à éviter le pire au max de la guerre froide, on devrait être tranquille aujourd'hui, non ? Mais t'es pas censé être dans la TV, toi ? Ok, d'accord. Donc, à quoi ça ressemblerait une escarmouche fongique ? On n'utilise vraiment pas assez le mot escarmouche. Escarmouche. Déjà, la plupart des pays ont une politique du c'est pas moi qui tirerai en premier. Sauf genre la France. Mais même avec ce genre de politique, le risque est jamais de zéro. Par exemple, je pourrais vous raconter l'histoire de Stanislav Petrov. Stanislav, il est lieutenant-colonel de la défense aérienne soviétique. Son métier, en gros, c'est s'assurer qu'aucun truc dangereux ne rentre dans l'espace aérien de l'Union soviétique, comme par exemple des missiles balistiques intercontinentaux. Sauf que le 26 septembre 1983, on lui signale un missile, sûrement américain, se dirigeant vers la Russie. Puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. 5 missiles potentiellement fongiques qui se dirigent vers son pays. Et son job à ce moment, ce serait de remonter l'info. À partir de là, le gouvernement n'aurait que quelques minutes pour prendre une décision, répondre ou pas. Parce que intercepter des missiles balistiques intercontinentaux, même en 2025, ça reste galère. Alors, en 1983. Sauf que Stanislav, il se rappelle des discussions et conférences qu'il a entendues sur le sujet. Si les États-Unis décidaient de tirer sur l'URSS, ce serait pas avec 1, ni 2, ni 3, ni même 4 ou 5 missiles intercontinentaux. Non, ils enverraient tout ce qu'ils ont. Parce qu'on revient pas de ce genre de décision. Et quand tu l'as prise, t'as vraiment intérêt à ce que ton adversaire ne soit plus jamais en état de faire quoi que ce soit. Parce que sinon, ça sera ton tour. Du coup, Stanislav, il trouve ça suspect. Il y a un truc qui va pas. Et il décide de ne pas remonter l'info. Les secondes sont très, très, très longues dans la base militaire. Personne ne sait encore s'ils vont tous mourir ou pas. Et c'était un bug d'affichage sur les radars. Alors, il y a tout un protocole et sûrement des services de double vérification, mais imaginez un instant que sous la pression, le gouvernement soviétique décide de répondre en change. Non, parce que on sait à quel point l'URSS des années 1980 gérait bien les crises. Raise the power. Accident dans une centrale nucléaire près de Kiev en Union soviétique. Bon, là, c'était un bug de radar, mais maintenant, imaginez ça à l'ère des hackers et des générateurs IA, le tout avec une classe dirigeante qui a l'âge de nos parents qui ont cru que le pape François il avait été arrêté par la police parce qu'ils l'ont vu sur Facebook. Mais soit. Alors, imaginons que demain, la France est attaquée par un autre pays qui a des champignons. Disons la Corée du Nord. Ça, normalement, ça énervera personne. Alors, faut savoir que, d'après une déclaration du président Emmanuel Macron en 2020, le rôle de la dissuasion fongique française est de... J'ai la responsabilité de protéger la France et les Français contre toute menace d'origine étatique, contre nos intérêts vitaux, d'où qu'elles viennent et quelle qu'en soit la forme. Cette responsabilité ultime, elle s'exerce par la dissuasion nucléaire. Intérêts vitaux, quelle que soit la forme, on est d'accord, c'est turbo, méga, flou. Mais allez, on joue le jeu, les intérêts vitaux du pays sont menacés par la Corée du Nord. Mettons que des infrastructures critiques se font pirater, qu'un de nos sous-marins est touché, et la forme que le président choisit, c'est un champignon. Enfin, la forme de réponse, pas sa forme à lui. Du coup, il se passe quoi ?
Alors, en tant que Français, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler d'une certaine mallette fongique, hein, qui génère beaucoup de fantasmes depuis des années. Ben non, il n'y a pas de mallette qui transmet et qui transporte les codes. Donc inutile d'aller voler la mallette du président ou de son aide de camp, elle n'existe pas. Pour des raisons de sécurité, on ne connaît pas exactement le fonctionnement de tout ce bousin, histoire qu'un acteur malveillant aille pas tout saboter avant de nous attaquer, mais ce qu'on sait, c'est que pour donner l'ordre d'aller au coin à champignons, le président doit donner un code, en plus de pouvoir s'identifier probablement en vidéo. Oui, on va beaucoup utiliser le conditionnel dans ce segment. Ce code, il l'a toujours sur lui, ou pas loin, caché dans un objet anodin, d'après Giscard. C'est pas commun de citer Giscard. Celui-ci, qui change périodiquement et qui doit toujours être porté sur soi, ou du moins à courte distance, par un collaborateur, permet d'authentifier celui qui détient le pouvoir suprême, celui de donner l'ordre de déclencher le feu nucléaire. Il est le seul à pouvoir donner l'ordre de l'emploi. Si jamais le président est dans l'incapacité de donner cet ordre, c'est le président du Sénat qui a l'autorité de donner cet ordre, puisque c'est le deuxième personnage de l'État français, etc. Il y a une chaîne de dévolution qui est extrêmement précise. Il ne lui faut la validation de personne. Si le président prend la décision et s'identifie correctement, ça part et c'est marre. Par exemple, si ça devait arriver au moment où j'écris ce script, ce serait Emmanuel Macron qui donnerait l'ordre à Fabien Mandon. Bon, ça y est, l'ordre est donné, les champignons sont partis vers la Corée du Nord, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On va prendre le pire des scénarios. Déjà, normalement, l'attaque nord-coréenne aura activé l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Article 5 qui dit « Si un pays de l'OTAN est victime d'une attaque armée, chaque membre de l'Alliance considérera cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres et prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour venir en aide au pays attaqué. » Ce qui, dans notre cas, implique 2 pays avec des champignons, en plus de la France. Bon, c'est pas vraiment garanti que les États-Unis nous défendent dans la situation actuelle de fin 2025. Mais laissez les choses se faire. La France répond avec ses champignons sur la Corée du Nord. Le Royaume-Uni se tient possiblement prêt à utiliser les siens parce que, article 5 de l'OTAN, le principal allié de la Corée du Nord, la Chine, répond en change et il décide aussi de viser les États-Unis au passage parce que de toute façon, ils vont aussi rentrer dans l'histoire à un moment ou à un autre. Les États-Unis répondent donc aussi, ce qui provoque une réponse de la Russie et potentiellement d'Israël en soutien aux dits États-Unis. L'intervention d'Israël gâchette le Pakistan, qui va lui-même gâchette l'Inde et... c'est allé très vite. Alors, très certainement en moins d'1 heure. Alors, cette chaîne de dominos digne du déclenchement de la Première Guerre mondiale nous amène à minuit sur l'horloge de l'apocalypse. La guerre fongique a commencé et sûrement déjà fini. Mais pour nous, gens de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, c'est l'arme la plus puissante qui existe sur Terre. Il n'y a pas une seule arme conventionnelle qui arrive à ne serait-ce qu'un seul pourcent de la plus petite des armes nucléaires aujourd'hui. Et cet effet de puissance violent va se concrétiser par une énorme boule de feu qui va, selon cette puissance, encore une fois, brûler entièrement tout ce qui existe sur quelques centaines de mètres ou plus, qui va enclencher un effet de souffle et qui va être l'effet destructeur majeur aujourd'hui. Pour se donner une idée, j'ai utilisé le site NukeMap, qui se base sur les données de Google Maps, mais aussi les infos déclassées disponibles sur différents modèles de champignons. Dans ce cas, on va prendre Paris et ce qu'on sait des champignons nord-coréens testés en 2017. Globalement, c'est équivalent à 10 fois la puissance de celui largué sur Hiroshima. Et donc, on se retrouve avec ça. Maintenant, on va le décortiquer. Là, je vais vous afficher en parallèle les conséquences d'une explosion au sol et dans l'air. Alors, les conséquences ne sont pas les mêmes. Par exemple, une explosion au sol va envoyer des tonnes de poussière radioactive dans l'air. Et en fonction du vent, ça va affecter une zone beaucoup plus grande. Alors qu'une explosion atmosphérique va causer plus de dégâts matériels. Après, gardez en tête que ça reste une simulation et il y a plein de facteurs qui font que ça peut absolument ne pas se dérouler comme ça.
Le cercle le plus au milieu, là, c'est la fameuse boule de feu dont a parlé Jean-Marie Collin. Elle a un rayon de 500 mètres, si vous êtes dans cette zone, il n'y a pas de négociation possible, tout est rasé. Le cercle d'après, c'est la zone de radiation. Alors bien sûr, c'est pas un cercle fermé qui s'arrête aux frontières, n'est-ce pas? Ça s'étend, mais on va dire que là, c'est la zone où c'est le plus concentré. C'est plus ou moins fort en fonction de si ça a explosé dans l'air ou au sol, mais quoi qu'il, si vous êtes dans ce cercle, vous prenez l'équivalent du pire qui a pu être encaissé par les personnes présentes à Tchernobyl en 1986. Et je pense pas avoir besoin de faire de dessin sur les conséquences sur votre corps de ce genre de niveau de radiation. La zone suivante, c'est celle de l'onde de choc principale. Le souffle dégagé par l'explosion va raser une bonne partie des bâtiments résidentiels, ce qui va rajouter une source de danger pour les personnes présentes sur place. Et c'est bien évidemment sans compter les incendies qui vont partir des installations électriques endommagées. En plus des hôpitaux rasés et des casernes de pompiers, il y aura aussi plus d'ambulances. Les premiers secours dans cette zone, c'est mort quoi. Ils vont devoir venir d'ailleurs. Le cercle d'après, c'est la zone de radiation thermale. On parle d'un cercle qui inclut tout Paris intramuros et les villes directement après le périph'. Ça va causer des brûlures au 3e degré, donc assez profondes pour brûler les nerfs sur l'entièreté du corps. Gardez en tête que les gens dans les zones précédentes ont subi ça aussi, en plus du souffle et des radiations. Et enfin, la dernière zone, c'est tout simplement la fin du souffle. C'est plus ou moins ce qu'ont vécu les Toulousains le 21 septembre 2001, quand l'usine AZF a explosé. Des infrastructures endommagées, des vitres qui explosent, des blessures plus ou moins graves. C'est pas le pire dans cette situation, mais je pense que vous avez quand même pas envie d'être là. Si l'explosion se fait au sol, bien évidemment, faut rajouter le vent qui va irradier dans sa direction sur une distance d'environ 200 km. Sans compter le fait que l'eau, et donc les pluies, seront contaminées. Par exemple, j'habite à une centaine de kilomètres de Paris. Si ça touche le sol et que le vent souffle vers chez moi, ça va pas le faire. C'est notamment le vent qui a fait que le nord de l'Europe a été 10 fois plus irradié que le sud suite à l'accident de Tchernobyl. Globalement, on est d'accord que ça fout les boules. Maintenant, imaginez ça fois 100, fois 1000, voire fois 10 000, et ça à l'échelle de la planète. En 1945, une seule bombe a pu détruire une ville complète. Aujourd'hui, on sait qu'il suffira à peu près de la même chose avec des armes plus puissantes, 5, 10 fois, voire 20 fois plus puissantes, sachant qu'il faut rajouter qu'aujourd'hui, la plupart des grandes agglomérations, je dirais occidentales, c'est quand même là où il y a le plus de chances que se réalise une guerre nucléaire, à proximité se situe aussi un ensemble de complexes pétroliers, chimiques, nucléaires civils, qui vont décupler les conséquences de cette explosion d'armes nucléaires. En parlant d'infrastructure, la centrale nucléaire la plus proche de Paris est à un peu plus d'une centaine de bornes. Dans le cadre d'un seul champignon, c'est rassurant. Dans le cadre où il y en aurait une tétrachier, c'est à 20 minutes de chez moi. Ils distribuent des pastilles d'iode des fois d'ailleurs, vu qu'on a rallongé sa durée de fonctionnement. Lol. Dans le cadre d'un scénario entre une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan, donc l'usage de 100 à 200 armes nucléaires, plusieurs centaines de millions de morts entre ces deux États, mais la conséquence directe, c'est une famine à travers le monde entre 2 et 3 milliards d'habitants. Donc ça veut dire concrètement que vous allez être affecté directement à Paris, même si par miracle, cette guerre nucléaire ne s'étendait pas. Vous en serez affecté de par la problématique économique, la problématique de nourriture, des vagues de millions de réfugiés qui essaieraient d'aller dans des endroits où potentiellement ils pourraient survivre. C'est ce qu'on appelle l'apocalypse nucléaire. Et c'est plus ou moins le seul résultat possible à l'utilisation de champignons. Même si vous êtes en Antarctique, le résultat sera le même. On est tous foutus. C'est pour ça qu'au lendemain de la destruction d'Hiroshima et Nagasaki, des organisations demandant l'abolition des armes ont vu le jour. Quand Robert Oppenheimer, après le premier test de champignons de l'histoire, se dit « Now I am become death, the destroyer of worlds », il sait très bien ce qu'il vient de déclencher, et il sait très bien ce qui va se passer 3 semaines plus tard. Bon, il le savait depuis le début, et ça l'a pas empêché de participer, mais bon... Après, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Désaffecter nos stocks veut pas dire que les autres pays le feront aussi, loin de là même. Mais tant que les champignons existeront et que ce sera possible de s'en servir, c'est toute l'humanité qui est à risque. J'aimerais pouvoir vivre dans un monde où personne n'a d'armes qui peuvent littéralement tous nous faire disparaître en quelques minutes, où on les aurait interdites et où tout le monde respecterait cette interdiction. Mais vous vous rappelez le traité pour l'interdiction des armes fongiques dont j'ai parlé au début là, pour lequel l'ICANN a eu le prix Nobel de la paix ?
bah, c'est justement les pays qui ont ces armes qui ont refusé de le signer. Dans un contexte où la Corée du Nord fait régulièrement des essais de lancer de missiles en direction du Japon, où la Russie et la France viennent de présenter leurs nouveaux missiles, où l'Inde et le Pakistan sont au bord de la guerre ouverte tous les 2 jours, où les États-Unis parlent de relancer leurs essais d'armes nucléaires. Bon, je pense qu'on peut dire nique les vues à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut vraiment espérer être débarrassé d'une aussi grosse menace? Très certainement pas pour ma génération, sûrement pas pour la suivante, mais qui sait, peut-être que ceux d'après seront plus lucides que nous. On ne peut malheureusement pas s'en remettre uniquement à la bonne volonté des États, dont les dirigeants ont de moins en moins de tabous à parler de l'usage d'armes nucléaires. L'effort, il doit être international et global. Tout le monde doit le faire, même Donald Trump, même Vladimir Poutine, même Narendra Modi, même Kim Jong-un, même Benjamin Netanyahu. C'est pas gagné, quoi. C'est pas rassurant, en vrai, que, j'ai cité les 3/4 des dirigeants de pays qui ont des armes nucléaires en mode c'est des gens qui voudront pas écouter, tu vois. J'ai pas de solution, je prétends pas en avoir, je prétends pas non plus être objectif. Je pense que ça se voit, hein. Mais je pense sincèrement que l'humanité aura sûrement un meilleur avenir sans des dizaines de milliers de bombes radioactives éparpillées partout et prêtes à partir à toute heure du jour ou de la nuit. L'équilibre de la terreur, c'est justement un équilibre. C'est fragile, et si on le perd, il n'y aura pas de deuxième chance.